coach agile technique ou coach craft, peu importe comment vous appelez ça, mais l'idée pour moi, c'est d'accompagner les équipes de dev à la fois sur le volet process, organisationnel, mais aussi et surtout sur le volet pratique et technique et état d'esprit qui tourne autour du craft. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être en capacité de délivrer de manière itérative, incrémentale. Je suis facilitateur, coach et trainer, on va dire. Donc, je vais le faire à la souris. Je sais pas pourquoi mon clavier est lazy aujourd'hui. Donc, mon intention avec la session du jour, c'est quoi? C'est comprendre comment fonctionne notre cerveau, vous transmettre la compréhension de comment fonctionne notre cerveau, partager avec vous des techniques et des pratiques qui nous permettent de devenir meilleurs à la fois à la lecture de code et surtout à la lecture de code. Et on verra pourquoi c'est important, mais aussi sur l'écriture de code. Pour ça, je vais vous demander juste à main levée. Bon, je sais pas si c'est possible dans Discord de mettre un petit pouce ou un truc comme ça. Je sais plus. Qui a déjà lu Clean Code? Ou ça peut être dans le chat. Ouais, pouce. Ok, parfait, ça marche. Donc il y en a à minima 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok. Donc vous êtes quand même pas mal à avoir lu le bouquin, en avoir déjà entendu parler, donc c'est cool. Donc le bouquin Clean Code, pour ceux ou celles qui connaîtraient pas, c'est vraiment, on va dire que c'est une bible qui a été écrite il y a maintenant quasiment 20 ans. Ouais, ça doit être ça. Hein. Une vingtaine d'années en tout cas, dans lequel notre ami Uncle Bob, ou pas forcément notre ami d'ailleurs, en tout cas dans lequel Robert T. Martin a théorisé certaines bonnes pratiques de développement, ce que lui appelle des bonnes pratiques de développement. J'aime pas vraiment le terme bonne pratique, mais voilà, piloguer là-dessus. Donc là c'est Clean Code. D'un côté, donc vraiment accès code. Et puis de l'autre côté, j'ai dans mon titre, il y a le mot cognition, et qui est pas forcément trop connu. Et d'ailleurs la définition, je vais vous la lire, elle est assez touffue. J'ai pris la définition de Wikipédia et je voulais reprendre celle qu'il y avait dans ce bouquin-là que je suis en train de lire, qui s'appelle Manager grâce à votre intelligence émotionnelle, qui parle beaucoup justement de cognition et de sciences cognitives, etc. Mais elle est encore plus, elle est encore plus longue que celle-ci. Donc la cognition, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision et la perception. Donc la cognition, ce que j'ai envie juste que vous reteniez, c'est l'ensemble des processus mentaux qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle la réflexion. Bon. Donc la session du jour, elle s'appuie principalement sur un livre, s'appuie sur d'autres choses, mais elle s'appuie principalement sur un livre qui s'appelle Programmer's Brain, qui a été écrit par la docteure Feyen Hermans, qui travaille à l'Institut de Leiden, donc qui est la professeure professeur Feyen Hermans, on va dire. Et son but, elle, avec le bouquin, c'était quoi? C'était de transmettre réellement comment on peut transmettre c'est quoi les processus cognitifs et comment on peut lire du code plus facilement. Elle est réellement axée lecture de code. Elle a monté d'ailleurs un club de lecture, je pourrais vous en parler si vous voulez à la fin. Elle a monté un club de lecture pour réellement s'améliorer à la lecture de code et mesurer l'impact de certaines pratiques sur notre apprentissage de la lecture du code. C'est intéressant, on va dire. Très intéressant. Ce qu'elle peut faire. Ça me gêne un petit peu ce truc en bas à gauche, mais bon, c'est pas grave. Alors, la lecture de code. Avant d'entrer dans le détail de notre cerveau, je voulais faire un petit test avec vous. C'est là où je vais vous demander de prendre une feuille de papier, si c'est pas déjà le cas. Donc, sortez une petite feuille de papier ou ouais, il y aura quand même besoin d'un peu de place. Et je vais vous demander de faire un exercice. Et projeter un petit morceau de code à l'écran. Et je vais vous demander de l'observer pendant 3 minutes. Alors, s'il vous plaît, jouez le jeu, faites pas de screenshot, sinon ça va pas servir à grand chose. Et au bout de ces 3 minutes-là, je vous laisserai environ 1 ou 2 minutes pour essayer de reproduire du mieux que vous pouvez le morceau de code que vous aurez eu sous les yeux pendant 3 minutes. Ça va? N'hésitez pas si vous avez des questions, si l'énoncé n'est pas clair. Si vous avez je vois qu'il y a un message. Si vous avez ce qu'il faut sous la main, et il y a Cyril qui pose une question sur est-ce qu'il y a une alternative quand le salon est plein? Si tu peux lui envoyer juste le lien Twitch. On va juste attendre qu'il envoie le lien et ensuite on va pouvoir tester notre cerveau. Donc je vais pas le refaire, moi j'ai déjà fait plusieurs fois. Je dois vous avouer que je suis pas très bon. Je suis pas très bon à l'exercice. On va voir comment vous vous en sortez. Ouais, le lien arrive pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Et on va pouvoir faire l'exercice. Ouais, parfait. Ok. Du coup, le lien est communiqué. Alors, je vous laisse le code sous les yeux pendant 3 minutes. À partir de
Maintenant. Euh, Alors attends, je vois pas ton écran. Je vois pas ton écran. Est-ce que tu l'as bien partagé? Euh, Normalement, oui. Alors attends, parce que dans ma vue, j'ai peut-être pas paramétré. Attends 2 secondes. Ah oui, Les autres, vous le voyez, hein? attends, Ouais, c'est bon. vous voyez? Parce que Twitch ne verra pas si j'ai pas le bon Ouais, paramètre. les autres le voient. Ok. Voilà, désolé pour Twitch, j'avais un paramétrage qui l'enlevait. C'est bon, ça devrait s'afficher pour eux. Ok. C'est pas grave, ils auront juste moins de temps. On va se laisser encore 2 minutes. Donc c'est juste vous imprégner du morceau de code, hein, pour l'instant. Ok, encore 10 secondes. Allez, à vous de jouer maintenant. Donc essayez de reproduire au mieux que vous pouvez le morceau de code que vous avez eu sous les yeux pendant 3 minutes. On va voir ce que vous arrivez à ressortir de ça. Ok. On va en rester là pour ce petit exercice. Est-ce qu'il y en a qui veulent montrer le résultat de ce qu'ils ont pu faire à, à la caméra? N'hésitez pas, hein. C'est sans jugement. Ouais, pas mal. Au milieu, j'ai mis 45, stop. 12, fais voir les valeurs, je me souviens plus. Ouais, t'avais déjà les premières. Ah. Ok, cool. Ah, j'ai oublié une Quelqu'un bricole. d'autre? Ah, Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent trop montrer. bien. Prends 2, 3 screenshots. J'aime bien faire l'exercice. Tu l'as eu? D'autres personnes ont envie de montrer quelque Temple chose? inversé, ouais. Ok, cool. Ah, Lutéo. Vous Ok. connaissez tous les deux le Java? Ouais, ouais, ça aide. Oui, un petit peu. Public static main, tout ça, ça. Ok. Quel rapport avec... Ah oui, c'est du Java. C'est du J'avais Java, pas fait ouais, ouais. attention. C'est marrant, du coup. Ouais. J'ai pas annoncé avant que ça serait du Java. Euh, bon, il y a quelques petites subtilités, mais... Je vais recouper. Euh, du coup, tout ça pourquoi?
Vous voyez toujours mon écran, ça c'est bon? Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour pouvoir débriefer et faire écho à ce que vous venez de vivre et faire le parallèle entre ce que je vais vous montrer là et comment ça se passe dans notre cerveau quand on lit du code. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau au quotidien et en tout temps, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il y a les mécanismes suivants qui vont se mettre en œuvre. On a de l'information en tout temps qui arrive à notre cerveau. Ça, c'est clair, via nos différents sens. Donc, l'information, elle va rentrer dans notre cerveau et il va y avoir un filtre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il l'appelle aussi mémoire cognitive. Souvent, il l'appelle mémoire cognitive. Bref, c'est pas le plus important. Donc, en gros, il y a de l'information qui va arriver à notre cerveau, qui va être filtrée. On va pas vouloir processer chaque information qu'on reçoit. Donc, il va y avoir un premier filtre qui va être fait. Et une fois que l'information passe ce filtre, l'information elle va passer à travers ce qu'on appelle la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, faut vraiment la voir, enfin, on peut vraiment la voir comme la RAM de notre cerveau, donc un cache, peu importe, qui peut être utilisé réellement, enfin, qui est utilisé pour stocker de manière temporaire des informations. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme une RAM, sa durée de vie est très limitée. Elle n'a pas vocation à stocker de l'information ad vitam aeternam. Ensuite, l'information qui est dans la mémoire à court terme, ça va être transmis à ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est quoi? C'est réellement là où se passe la pensée, la réflexion. C'est là où se déroule réellement ce mécanisme de réflexion. On peut voir ça, la mémoire de travail, comme le processeur de notre cerveau. Si on fait la métaphore, si on utilise la métaphore de l'ordinateur. Et puis en fait, la mémoire de travail va fonctionner sur base des entrées qui sont transmises par la mémoire à court terme. Elle va aussi croiser l'information avec ce qui est stocké dans notre disque dur, ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Notre mémoire à long terme, en gros, c'est quoi? C'est notre disque dur, et c'est notre disque dur sur lequel on peut écrire, stocker des souvenirs ad vitam aeternam. Sous certaines conditions, mais quasiment jusqu'à la fin de notre vie, il y a des choses qu'on va pouvoir retenir. C'est vraiment notre disque dur. Donc la mémoire de travail, c'est réellement là où se passent les mécanismes de pensée. Mémoire à court terme, c'est de la RAM, temporaire, avec des limites. Mémoire à long terme, quasi limitée. Et on peut accéder à l'information de manière quasiment illimitée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit au niveau, ce que vous avez vécu avec, quand vous avez lu du code, là, le petit exercice qu'on vient de faire avec le morceau de code en Java, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lu le code qui était à l'écran? En fait, vous avez utilisé votre mémoire à court terme pour stocker certaines informations, avec plus ou moins de succès, fonction en fait des limites de chacun. On verra, ça peut varier fonction des personnes. Donc vous avez utilisé votre mémoire à court terme pour faire ça. Vous avez utilisé votre mémoire à long terme sans le savoir. Et là, c'est intéressant ce que tu as dit, Louthéo. C'est en fait, tu as dit, je n'avais même pas remarqué que c'était du Java. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des choses qui sont venues de ta mémoire à long terme de manière totalement implicite, sans que tu te rendes compte, mais qui ont été croisées avec les autres informations que tu avais dans ta mémoire à court terme. Donc en fait, ce que tu as pu voir dans ta mémoire à court terme, en fait, la mémoire de travail, elle a commencé à processer de l'information. Elle a fait appel à des informations qui étaient stockées dans ta mémoire à long terme pour que tu sois en capacité de reproduire le code. Et dans notre mémoire de travail, quand on va lire du code, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre mémoire de travail, c'est là où va se passer le raisonnement de se dire, qu'est-ce qui se passe mentalement, qu'est-ce qui se passe dans le code quand je suis à telle ligne? Qu'est-ce qui se passe dans le code quand je suis à telle ligne? Donc, ça va être quoi la valeur de cette variable? Ça va être quoi la valeur de celle-ci? C'est quoi le nombre d'itérations que je vais faire? C'est quoi les conditions de sortie, etc., etc. Ce mécanisme-là, dans la mémoire de travail, on appelle ça le mécanisme de tracing. Et là-dessus, on est plus ou moins bon en fonction de plein d'éléments, donc en fonction d'un minima de deux autres types de mémoire. Donc, en gros, sur l'exercice que vous venez de faire avec le code, vous aviez le morceau de code en entrée, ça a été filtré. Il y a des informations qui sont arrivées jusqu'à votre mémoire à court terme. Vous en avez retenu certaines. On le voit, hein, c'est quasiment impossible de reproduire 100% du code. Hein. En plus, c'est fait exprès qu'il y ait beaucoup de variables. Dans le tableau array, on a beaucoup d'informations, et 2, 4, 6, 8. On a une dizaine de valeurs. Donc, c'est fait exprès pour saturer votre mémoire en réalité. Vous avez retenu des informations du genre int array, int temp. J'ai pu retenir qu'il y avait 2 boucles imbriquées. Et puis en fait, il y a des informations qui sont venues un petit peu naturellement. Et là, Louthéo, j'ai adoré ta réflexion de dire, j'avais même pas vu que c'était du Java. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont venues de ta mémoire à long terme sans t'en rendre compte. Il y a plusieurs types de mémoire à long terme. Il y a la mémoire explicite et la mémoire implicite. Et là, c'est clairement des informations qui sont venues de ta mémoire implicite. Tu n'as même pas eu besoin de les stimuler, ça vient tout seul en fait.
qui a permis de reproduire le code. Et donc, pourquoi j'ai insisté sur le fait, j'ai fait en sorte de ne pas vous donner d'indication sur ce que c'était comme langage, parce qu'en réalité, les informations qui sont extraites de notre mémoire à long terme, elles vont dépendre de ce qu'on y a stocké. Et donc, je ne voulais pas vous biaiser, je ne voulais pas biaiser votre cerveau. En l'occurrence, toi, tu as été récupéré de l'information sur Java sans t'en rendre compte, mais le fait d'avoir identifié que c'est du Java, ça a pu aider certains à dire, bah là, je sais que c'est un programme, donc je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je sais que dans un programme, il y a un public statique void main, que dedans le string, c'est un tableau de string en entrée, et que c'est des args. Voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, ça c'est ancré dans la mémoire. De la même manière que construire une itération, une boucle for, j'ai pas besoin de retenir la construction parce que je sais exactement comment on construit une boucle for en Java. Donc une personne qui est moins expérimentée en Java, qui ne connaît pas le langage, ou si vous le faites avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout un langage de programmation, orienté objet ou même un langage de programmation tout court, sa capacité à reproduire le code tel que vous l'avez fait là, en fait, elle va être beaucoup moins importante que vous à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment une forte corrélation entre ce qui est stocké dans notre mémoire à long terme et notre capacité ici à reproduire du code et donc à lire du code en réalité. C'est vraiment ça qui se passe dans notre cerveau au quotidien quand on va lire du code. Donc sachant ça, moi ça m'a interrogé sur, ok, on voit, maintenant que je comprends un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de mon cerveau quand je vais lire du code, quand je vais en écrire, comment on peut s'améliorer? Et je me suis posé la question là, et puis je me suis dit, mais peut-être la bonne question, c'est déjà, au lieu de vouloir s'améliorer, de se poser la question comment s'améliorer, c'est peut-être de pourquoi on veut s'améliorer. Et pour ça, j'ai été creusé un petit peu dans différents papiers. Est-ce que j'ai pu remonter et recroiser avec les informations qu'il y a dans le bouquin de Fellien-Hermans? C'est qu'il y a de nombreuses études sur le sujet. Combien de temps passe un programmeur à lire du code? Et le consensus, on va dire, il est autour de 60%. Alors c'est beaucoup moins que les 80 ou 85% cités par Uncle Bob à l'époque dans Clean Code. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est des recherches récentes sur le sujet, où ils ont réellement mesuré dans des contextes organisationnels le temps passé par des devs à lire du code. On est autour de 60% de lecture. Donc c'est plus de la moitié de notre temps de dev à lire du code, en fait. À lire et à comprendre, forcément, c'est implicite, mais c'est important de le répéter quand même. Donc on lit pour plein de raisons différentes. Quand on va vouloir débugger quelque chose, il y a un bug en prod, on va vouloir identifier où est le bug, donc il faut aller lire du code. Quand on va vouloir ajouter une nouvelle fonctionnalité, il va falloir lire les tests, lire le code de production, trouver où implémenter la chose, bien comprendre comment implémenter la chose dans l'écosystème actuel, comprendre le système, si on récupère un système legacy ou autre, etc., etc. Donc on passe notre temps en fait à lire du code. On lit notre propre code, mais on lit aussi le code des autres vu qu'on travaille en équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est primordial en fait. Donc 60%, il faut voir, c'est plus de la moitié de notre temps. Quand même assez énorme, on va dire c'est quasiment 5 heures par jour. Un petit peu moins en France. Donc si on améliore notre rapidité de lecture de code, en fait, ça peut être un bon moyen de nous améliorer en tant que programmeur, d'améliorer considérablement nos compétences en programmation. Si on devient bien meilleur dans ces 60%, on aura fait un huge step. Alors la question maintenant, c'est comment on peut s'améliorer, mais aussi pourquoi c'est aussi difficile à l'heure actuelle de lire du code. Pourquoi on a du mal à lire du code et pourquoi on n'est pas tous égaux sur la lecture de code. Alors une première réponse, c'est la mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, je vous ai parlé de RAM ou de cache. En fait, il y a une limite de temps qui est associée à cette RAM. On est en capacité de stocker dans notre RAM, dans notre mémoire à court terme, de l'information pour un temps maximal de 30 secondes, qui varie en fonction des individus. Donc il y a une limite de temps, mais il y a aussi une limite de taille de l'autre côté. On a juste quelques slots qui sont disponibles dans notre mémoire à court terme. Et dans un slot, on peut mettre un set d'informations uniquement. Ces slots, il y a une limite qui est estimée à l'heure actuelle entre 7, c'est 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 slots. Il y a même des recherches qui sont beaucoup plus pessimistes quant à la limite de notre mémoire à court terme, qui estiment qu'on a entre 2 à 6 slots disponibles dans notre mémoire à court terme. Donc on a réellement un problème de mémoire, une limitation en termes de temps, mais aussi en termes de taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'expérimentations qui ont été faites justement sur cette mémoire à court terme. Et je vais vous parler de l'expérience de De Groot. De Groot, c'est un scientifique. On est fin des années 40, milieu des années 40.
donc siècle dernier, on est un petit peu à balbutiement des sciences cognitives, on va dire, où les psychologues commencent à s'intéresser à ce qui se passe réellement dans notre cerveau. On commence. On a déjà vu par le passé, mais on va dire que c'est c'est l'âge d'or. De Groot, lui, il réfléchit, il se pose la question, mais comment font... qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce qui fait qu'un individu est intelligent? Et pour lui, il a beaucoup axé ses travaux sur la mémoire. Et donc, une de ses expériences qui est assez connue, c'est à l'époque, il s'est dit qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur d'échecs, parce que le joueur d'échecs à l'époque, c'était vraiment l'image de la personne intelligente par excellence. Ça l'est toujours, hein, mais ça l'était encore plus à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur d'échecs excelle dans son domaine? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une expérimentation en se disant bah, ok, je vais prendre des joueurs experts, des joueurs moyens, et puis je vais mener une petite expérimentation. Je vais prendre un échiquier, je vais leur mettre sous les yeux pendant X temps, comme on a fait tout à l'heure avec l'exemple de code. Je vais leur demander de se souvenir de cet échiquier-là et de me le reproduire. Donc forcément, leur enlever l'échiquier et ils devaient le reproduire par après. Ce qu'il a démontré avec cette première version d'expérimentation, c'est que les joueurs experts, ils étaient bien meilleurs à reproduire l'échiquier que les joueurs moyens. Si je vous avais posé la question, je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de surprise, vous auriez dit que le résultat de l'expérimentation, ça aurait été ça. Ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est qu'il s'est dit, OK, donc ça veut dire que les joueurs experts, en fait, ils ont une bien meilleure mémoire que les joueurs moyens. Et donc, ce qui peut expliquer qu'ils jouent beaucoup mieux aux échecs, leur capacité à retenir de l'information. Pour en avoir le cœur net, il a fait une deuxième itération de cette expérience. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de positionner les pièces sur l'échiquier de manière cohérente, il a totalement placé les pièces de manière aléatoire. Même expérimentation, même joueur expert, même joueur moyen. Les résultats de l'expérience, en fait, ont eu tendance à montrer quoi? Que quand l'échiquier, les pièces sur l'échiquier sont placées de manière totalement aléatoire, bah, les joueurs experts et les joueurs moyens performaient de la même manière. Donc il s'est posé la question, merde, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Pour moi, les joueurs experts, ils avaient une mémoire de bourrin, ils étaient en capacité de retenir un max d'informations. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est rendu compte que la capacité des joueurs experts à retenir de l'information, en fait, c'était quoi? C'était que dans leur mémoire à court terme, ils stockaient pas le roi noir est en A3, la reine blanche est en, je sais pas moi, en J4, etc., etc. Ils retenaient juste de l'information de base, enfin un regroupement d'informations. Ils retenaient pas tout l'échiquier, ils essayaient de retenir, ok, ça c'est une ouverture sicilienne, ça c'est, etc., etc. Et donc, au lieu de saturer leur mémoire à court terme avec plein d'informations, I4, IJ, pion, machin, et machin, et machin, et machin, en fait, ils stockaient uniquement quelques informations sur l'échiquier qui leur permettaient, enfin sur la partie, qui leur permettait de reproduire correctement, correctement l'échiquier. Donc, cette expérience-là, elle a eu tendance à montrer quoi? Elle a eu tendance à montrer que les experts, en fait, ils regroupent l'information de manière logique. Ce que lui a appelé le chunk. Donc, c'est réellement, ils vont regrouper sous forme de morceaux l'information pour que ça n'occupe qu'un seul slot dans notre mémoire à court terme. C'est super intéressant cette expérimentation-là. Et ce qui est cool, c'est là où j'ai découvert plein de trucs en lisant le bouquin de Félix Hermans qui m'a amené vers plein d'autres publications scientifiques, c'est qu'il y a plein de publications en fait sur des expériences qui sont faites sur la programmation. Et l'expérience de Groot, ils l'ont reproduite à l'identique en 81 sur des développeurs. Ce qui est intéressant, c'est exactement la même conclusion. Les développeurs experts sur un programme qui est codé d'une manière, enfin qui est codé normalement, on va dire, bah, ils performent beaucoup mieux à reproduire du code, ou en tout cas à identifier, je crois que c'était de l'identification de bugs, à identifier des bugs que les développeurs juniors. En revanche, si le programme est ce qu'ils ont appelé scramblé, on va dire obfusqué, on a remplacé les noms de fonctions par un seul caractère, les noms de variables par un seul caractère, on a mis des underscores partout pour troubler, on a mis plein de commentaires, etc. Bah, en fait, les experts et les juniors vont performer exactement de la même manière, ou sensiblement de la même manière, en l'occurrence. Donc, si on veut s'améliorer en lecture de code,
un point, c'est être en capacité de regrouper l'information comme les joueurs d'échecs. Et on va voir ce que ça veut dire au niveau du code. Mais avant, je vais vous faire expérimenter le chunking dans la vraie vie avant de passer au code. Donc, je vais vous demander de reprendre votre petite feuille de papier et on va faire une petite expérience ensemble. On va itérer sur du chunking, du découpage ou des morceaux à retenir. Et là, je vais vous laisser 5 secondes. Vous allez voir une phrase à l'écran. Je vous laisse 5 secondes et vous allez devoir la reproduire sur papier. On va faire ça sur 3 itérations. 3 itérations de 5 secondes. Donc, chaque fin d'itération de 5 secondes, vous notez. Et ensuite, on passe à l'itération suivante. Ah, c'est vrai, si je mets... Hop. Allez-y, essayez de reproduire ce que vous venez de voir, la phrase que vous venez de voir sur votre morceau de papier. Pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à le faire aussi. Une petite expérience sympa. Ok, on va passer à la phrase numéro 2. Encore 5 secondes, je vous la mets 5 secondes sous les yeux. On va faire la même chose. Vous avez eu le temps de la reproduire, la phrase 2. Alors, normalement, c'était beaucoup plus simple que la première itération. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, vous aviez exactement le même nombre de caractères et la même longueur de mots. C'est-à-dire qu'il y avait 3 mots, 17 caractères, dont 13 caractères différents. Ok? Donc là, on était sur la phrase 2. Et là, je vous mets la phrase numéro 3. La recopier. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à me montrer à la caméra ce que vous avez réussi à faire sur ces 3 itérations. Bien joué, Kevin. Normalement, c'était plus simple la dernière. Hein. Je me saute. Ouais, cool. Dans le chat tweet, on me posait la question, est-ce qu'on écrit pendant ou après? Après, en fait, ouais. Ah, vous pourrez le refaire de toute manière, vu que c'est enregistré. On mémorise. Pas mal. Et ensuite, on mémorise et ensuite... C'est ça, ouais. Bah, sur la première, tu me diras, même en ayant le modèle sous les yeux, de toute manière, c'est chaud. Cool, merci. Merci du partage. Donc, ce que vous venez d'expérimenter, c'est exactement l'expérimentation des joueurs d'échecs, en fait. La première itération, le premier chunk, enfin, la première phrase à mémoriser, c'est quasiment impossible. On est obligé de faire d'occuper à minima, donc 17, je crois qu'il y a 17 caractères. On est obligé d'occuper 17 emplacements dans notre mémoire à court terme si on veut retenir ça. On l'a vu, c'est pas possible, on a une limite entre, on va dire 7 plus ou moins 2. Donc déjà, en termes de mémoire à court terme, ah cool Cyril, merci du partage. En termes de mémoire à court terme, c'est déjà très compliqué. On est déjà en train de saturer notre mémoire à court terme. En plus de ça, c'est des caractères, c'est moi qui les ai dessinés. Ça veut rien dire. Donc voilà, c'est quasiment impossible à retenir. On n'a même pas une définition de chaque caractère, qu'est-ce que c'est, on les a jamais appris, c'est des hiéroglyphes pour nous. Sur le chunking 2, en fait, vous avez expérimenté, en fait, vous avez dû essayer de retenir potentiellement peut-être un regroupement d'informations, Xclave, peut-être que vous avez retenu ça, c'est peut-être un peu prononçable. Pour le reste, enfin voilà, vous avez peut-être essayé de regrouper l'information, mais vous avez peut-être fait du lettre à lettre. Ce qui veut dire que vous avez peut-être bien reproduit les premiers caractères, mais c'était plus compliqué de reproduire les autres. Et puis sur le dernier, normalement, vous avez tous plus ou moins bien reproduit ça. Agile Grenoble 2023, c'est une phrase, c'est un vocabulaire qu'on connaît tous. Donc vous avez juste eu à prendre 3 emplacements dans votre mémoire à court terme, Agile Grenoble 2023. Donc
Vous venez de faire exactement le même regroupement que font les joueurs d'échecs qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est réellement 3 slots dans notre mémoire à court terme qui sont occupés pour à chaque fois un mot différent. On n'a pas besoin de faire du lettre à lettre pour des phrases, enfin pour des mots qui ont du sens dans notre langage. Donc, c'est ça le chunking. C'est faire ces regroupements-là, ces regroupements logiques. Dans un langage naturel, ça va être par des mots ou des phrases. Dans le code, il faut essayer de voir comment on peut le traduire. C'est justement là où on va. Comment on fait pour écrire du code du coup qui est chunkable facilement, comme on vient de le voir avec Agile Grenoble 2023. En fait, vous connaissez sûrement les aspects qu'on va voir aujourd'hui, mais du code qui est bien chunkable, c'est du code dans lequel on peut identifier facilement des gros morceaux sans avoir à aller dans les détails. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va utiliser par exemple des design patterns, ça va nous permettre de lire du code de manière beaucoup plus simplement que s'il n'y en a pas. Je prends un exemple. Je sais pas, le fait d'avoir des factories à un endroit, une user factory, j'ai pas besoin d'aller dans le détail de ce qu'il y a derrière. Je sais qu'une user factory, c'est une factory qui va me retourner des utilisateurs. Si j'ai à un moment donné un pattern stratégie, c'est l'exemple que je vais avoir après, j'ai pas besoin d'aller voir dans les différentes implémentations de la stratégie pour comprendre ce qui se passe et essayer d'aller voir, de décrypter un peu ce qui se cache derrière. Non. Moi, je vois qu'il y a une paiement de stratégie à un endroit qui m'est injecté. J'utilise cette stratégie et je sais qu'il y a une méthode pay dessus. J'en ai rien à faire de savoir comment c'est implémenté derrière. Tout ce que je veux, c'est que ça fasse le paiement. Donc, un moyen d'écrire du code chunkable, c'est réellement d'utiliser des design patterns. Alors, ces design patterns peuvent varier en fonction des paradigmes de langage que vous utilisez. Si vous êtes dans un paradigme fonctionnel, dans un paradigme objet, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de chunker l'information, de faire un regroupement d'informations. Ici, imaginez qu'au lieu d'avoir la stratégie.pay, j'ai 300 lignes avec des gros switch cases, switch credit card, if my credit card est de type Visa, if my credit card. Alors, vous imaginez un peu l'enfer que ça pourrait être derrière. Là, j'ai qu'une seule ligne avec stratégie.pay. Un autre moyen de chunker du code, c'est les commentaires. Alors là, ouais, j'ai mis la tête, j'ai mis les yeux fermés. C'est un truc que je ne fais pas de base, on va dire, écrire des commentaires, et qui m'a toujours insupporté dans le sens où les commentaires, une fois qu'ils sont écrits, ils ne sont pas maintenus, et ils peuvent contenir des mensonges, et ils sont souvent, ils en contiennent même très souvent, donc souvent pas utiles. Mais en réalité, avec cette vision de chunking, ça peut être super intéressant quand on travaille sur des commentaires de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre mémoire, on l'a vu précédemment, plus il y a d'informations stockées dans notre mémoire à long terme sur un sujet, plus on va être en capacité de bien traiter le sujet en fait. Avec le Java tout à l'heure, en fait, on n'a pas eu besoin de se rappeler les mots-clés. Les mots-clés viennent naturellement dans notre cerveau, enfin dans notre mémoire de travail. En fait, si on a des commentaires de haut niveau qui disent exactement sur un module, sur une API, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, ça va permettre à notre mémoire de travail de raisonner sur base de ces éléments-là, sur base des commentaires, et d'amener une facilité de lecture et de compréhension autour du sujet qu'on va traiter. Quand je parle de commentaires, là ici, je mets réellement le focus sur des commentaires de haut niveau. Ouais. Vas-y. Qui dit: qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que les noms de fonctions peuvent venir par mentir aussi? Bah là, c'est qu'il y a quand même un problème de conception et un problème de design. Si les noms de fonctions commencent à mentir, ça fait partie des anti-patterns linguistiques qu'on va voir après. Lutter contre ça, on verra certaines stratégies, mais c'est vraiment un élément pas facile. Je sais pas trop quoi répondre comme ça de but en blanc. On peut revenir à la question à la fin. Ouais. C'est un très bon point, mais dans ce cas-là, il faut se poser la question d'où est la vérité, quoi. Ouais, on reviendra dessus à la fin, ouais. Parce que j'ai des éléments dedans avec les anti-patterns linguistiques qui peuvent répondre à ça, mais partiellement, on va dire. Du coup, sur les commentaires, moi, ici, on va vraiment mettre le focus sur des commentaires de haut niveau, que je disais, au niveau d'une API, au niveau d'un module, au niveau d'un projet. J'ai pris un exemple ici qui est intéressant, ça vient d'un petit tool open source qui s'appelle CodeMath, qui permet de faire de l'analyse de code. Et sans être expert du domaine, on ouvre un module, c'est en Clojure en plus, hein. Moi je ne suis pas expert Clojure du tout, même si là il est plutôt bien écrit et plutôt clair, mais ce module contient des fonctions pour calculer les métriques de churn. Le code churn, c'est relatif à la qualité des modules. Le plus haut est le churn,
le plus d'effets de bord on introduit dans les post-release. Bon, voilà. Ce commentaire-là me permet de comprendre rapidement un module closure qui s'appelle churn, ce qui est fait à l'intérieur. Donc, ça va me permettre de lier pas mal d'informations. Churn, ça va me faire penser à Git, ça va me faire penser à source control, etc., etc. Donc, ça va me permettre réellement de rentrer dans le module, de rentrer dans le projet sans trop d'efforts. Ça, on reste sur des commentaires très haut niveau, et là, ça peut avoir de l'intérêt. Après, malheureusement, ce qu'on voit souvent, ce que j'ai souvent vu, c'est les commentaires de bas niveau, avec des policies aussi intelligentes que avoir 100% de code commenté, des politiques vraiment super intéressantes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est réellement un fardeau pour le chunking. Avoir trop d'informations, ça nuit. Avoir trop d'informations, en fait, ça va comment? Ça va perturber notre cerveau, ça va perturber notre mémoire. On l'a vu tout à l'heure, on a un filtre, mais là, pour être en capacité de lire ce code-là, il y a beaucoup d'informations qui va passer à travers nos différents filtres, à travers notre mémoire à court terme également. Et en fait, peut-être qu'il y a une pépite qui se trouve dans les commentaires, mais on la verra même pas parce qu'en fait, on est noyé dans les commentaires. Et ici, en l'occurrence, tous les commentaires ne servent à rien. C'est ce que je vois souvent quand on a des politiques du genre avoir 100% de code commenté. C'est un private constructeur. Voilà, merci merci. Que nous fait gagner ce commentaire. C'est pas un plat de l'extérieur. Merci. C'est la définition d'un constructeur privé. Ne pas casser l'encapsulation. À quoi ça nous sert de savoir ça, etc., etc. Donc réellement, il faut se poser la question. Ce que je vous recommande, c'est pour favoriser le chunking, l'utilisation de commentaires de haut niveau et pas de commentaires de bas niveau. Et si vous avez des politiques du genre 100% de code commenté et que vous trouvez que ça fait du sens, je suis pas quelqu'un d'obtus, hein, on peut en discuter après si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi j'ai toujours vu que ça arrivait à des commentaires qui faisaient aucun sens et qui n'aidaient en rien les développeurs. Donc là, je voulais parler de chunking, et puis là, ça c'est réellement sur le mécanisme. Le chunking, il faut voir ça comme un mécanisme qui est applicable à la mémoire à court terme. Maintenant, tout ne va pas passer par la mémoire à court terme, tout ne va pas passer par l'optimisation de la mémoire à court terme, surtout qu'on a des limites biologiques qui sont assez fortes. On l'a vu en fonction des personnes, on ne pourra pas faire sauter ce verrou de 7 plus ou moins 2. Donc, on est assez limité sur cette capacité-là, sur l'élasticité de cette mémoire à court terme dans tous les cas. On pourra juste agir sur qu'est-ce qui nous permet de chunker l'information. Je vous montrerai encore d'autres exemples après, mais voilà, on est assez limité là-dessus. Et quand on va lire du code complexe, en fait, ce sur quoi on va pouvoir agir, c'est réellement notre mémoire de travail. Et notre mémoire de travail, c'est quoi? C'est là où je disais le processus de pensée, mais le processus de pensée, il a aussi ses limites. La mémoire de travail, en gros, elle est capable de processer ou de traiter entre 2 à 6 choses à la fois. Et dans le contexte de la mémoire de travail, vous avez sûrement déjà entendu le terme, la capacité en gros de la mémoire de travail, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Donc quand on va être en surcharge cognitive, c'est qu'on va vouloir faire potentiellement, ou qu'on est en train de faire, plus de 2 à 6 choses à la fois. Quand on va avoir le sentiment d'être en train de faire du multitasking, quand on va avoir le sentiment d'être acculé, c'est qu'on est en pleine surcharge cognitive. Il y a 2 types de charge cognitive, l'intrinsèque et l'extraneus. C'est pas le plus important à comprendre, on va dire. Je passe parce que je vois qu'il me reste 20 minutes. Donc, comment on peut améliorer notre mémoire de travail? Qu'est-ce qui peut permettre de devenir meilleur dans notre capacité à processer du code? En fait, la première technique qu'on peut mettre en place, c'est refactorer le code qu'on a sous les yeux quand on ouvre du code pour réduire la charge cognitive. Donc, je vous invite à vous poser la question, à certains moments, vous avez le sentiment de ne pas comprendre du code. Vous posez la question, est-ce que je ne peux pas refactorer ce code-là pour le rendre plus lisible de mon point de vue? Ça peut être un refactoring temporaire. L'idée, c'est peut-être pas de le laisser dans le code, mais c'est juste de se dire, il y a potentiellement, je vais prendre un exemple ici, il y a des constructions linguistiques avec lesquelles je suis peu familier. J'ai pas d'informations stockées dans la mémoire à long terme sur c'est quoi un Aver, par exemple, c'est quoi ces lignes-là, je connais pas bien la PI stream de Java. Peut-être que je peux déconstruire ça en utilisant des outils mon IDE pour faire des refactoring automatisés et essayer de nommer les choses pour que ça fasse écho chez moi et que ça me permette de comprendre ce code. Donc, réellement, se dire, il n'y a pas de mal à améliorer sa compréhension en faisant juste un petit refactoring pour commencer à creuser comment je peux faire pour mieux comprendre ce code-là. Ici, vous voyez, je suis passé de ce code
assez fonctionnel avec l'utilisation d'une monade Hiver à quelque chose qui me parle déjà un petit peu plus. J'ai une boucle for, j'appelle une stratégie, je regarde si c'est un write, si en fait si le résultat est correct, et si le résultat n'est pas correct, je renvoie un left. Voilà, ça me permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière. J'ai pu identifier ce que c'était qu'un le right et le cas de left, etc., etc. Donc, si on repart de ce qu'on a vu précédemment, en fait, ce qui est facile à lire ou à comprendre pour notre cerveau, donc de notre point de vue, dépend réellement de nos connaissances préalables. Donc, si je ne connais pas, par exemple, Hiver d'ici, il n'y a pas de honte à s'aider à comprendre un morceau de code en le traduisant dans des formes qui sont plus familières. Donc, si j'ai pas l'habitude de l'API Stream, je le traduis dans un for, même de manière temporaire, juste pour être à l'aise avec le code. Normalement, j'ai des tests en plus derrière. Je dis normalement. Faites pas de refactoring, même pour réduire la charge cognitive si vous n'avez pas de test. Vous ne pourrez pas vous assurer que vous n'avez pas détérioré le comportement attendu. Une autre technique qui peut vraiment nous aider, c'est les graphes de dépendance. Alors, c'est des trucs qu'on fait souvent à l'école, qu'on fait beaucoup moins quand on est en entreprise, je trouve. C'est de se poser la question, bah, ok, je suis sur une classe, là, ou je suis sur plusieurs classes, j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi leurs interdépendances. Bah, le mieux, en tout cas le mieux, une pratique, c'est de se dire, ok, je prends un peu de temps pour annoter les différentes variables et voir un petit peu qu'est-ce qui modifie quoi. Donc l'idée, c'est de colorer, il y a un petit outil en ligne là, qui permet de le faire, colorer, mettre dans une certaine couleur une variable, et puis tracer des fils entre la variable et son utilisation. Ça nous permet de comprendre un petit peu comment sont intriquées l'utilisation de ces différentes variables, de ces différentes classes, différentes fonctions, etc. etc. Et ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle un schémata, donc un modèle mental, une représentation mentale du code. Ça va réellement nous permettre d'améliorer notre capacité à tracer le code, à comprendre ce qui s'y passe. Et souvent, quand on va faire ces graphes de dépendance, que ce soit du code assez complexe, on ne va pas le faire en tout temps, mais on va aussi utiliser ce qu'on appelle une table d'état, un tableau d'état en français. C'est des choses qu'on fait souvent à l'école quand on commence à faire de l'algorithmique. On se dit, on liste toutes les variables qu'il y a dans un code en colonne, et puis on crée un tableau. Sur chaque ligne, on met les grandes lignes. En gros, chaque ligne de ce tableau-là, c'est quoi? C'est les grandes étapes du code. Les grandes étapes, c'est en gros là où on fait des mutations, ou là où il y a des instructions. Donc j'ai ma première ligne, c'est un init. Qu'est-ce qui se passe sur n, sur n2? C'est quoi la valeur de n1, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans la boucle 1 sur les itérations, etc., etc. Donc on va réellement décomposer chaque étape du code. Et on peut réellement mixer state et puis dependency graph. Ça, c'est des supports qui vont réellement aider notre cerveau à comprendre le code. Et puis, il y a une technique dont je vais vous parler aussi, c'est la technique numéro 4, c'est appliquer c'est se dire, sur base des travaux scientifiques, en fait, ce qui a été démontré, et ça, c'est super intéressant, je trouve, c'est que quand on va lire du code, en fait, c'est les mêmes zones de notre cerveau qui seront stimulées que quand on va lire du texte dans notre langage naturel. Ce qui veut dire qu'en fait, lire du code, c'est ultra proche du point de vue de notre cerveau. Lire du code, c'est ultra proche de lire du texte. Et donc, si c'est très proche, on peut utiliser ça en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les stratégies de compréhension de texte qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous force à utiliser à l'école, pour l'appliquer au code. C'est un des travaux sur lequel travaille Fay et Hermans. Là, je vais juste parcourir ça assez rapidement et vous montrer un exemple, mais en gros, les grandes étapes, il y a 7 grandes étapes quand on fait de la compréhension de texte. Il y a l'activation. On va penser activement à des choses qui sont connexes au texte qu'on est en train de lire pour activer des connaissances antérieures. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activation. Je lis le titre, ça me fait penser à quoi. Le monitoring, c'est garder une trace de sa compréhension d'un texte. Dans ce texte-là qui traite, je sais pas, d'un conflit, il y a beaucoup de conflits en ce moment, je sais pas, un truc plus gai, un festival ou quoi, je sais pas, on va dire un festival, encore mauvaise pioche. Un truc très enfantin. Halloween, par exemple. Voilà, un texte sur Halloween, qu'est-ce que je comprends de ce texte-là? On va ensuite déterminer l'importance. Et ça, on le fait assez naturellement quand on avait des rédacs à faire en géo, en philo ou quoi. On va déterminer quelles parties du texte sont les plus importantes. Souvent, il y a peut-être un paragraphe et au-dessus, un journaliste, il va broder forcément, parce qu'il ne peut pas mettre 4 lignes de texte pour un article. Donc, il va forcément broder autour. Il faut trouver
les moments, enfin les morceaux de texte qui sont les plus importants. Et ensuite, sur base de ce qu'on peut déterminer là, en fait, on va inférer. On va lier d'autres faits, des choses qui viennent de l'extérieur, des choses qui ne sont pas forcément données dans le texte. On va lier ce qui est important à d'autres faits. Ça s'appelle l'inférence. Ce qu'on peut essayer de faire aussi, on le faisait assez souvent à l'école, c'est d'essayer de visualiser les choses. Je lis un texte, je sais pas, sur des design patterns, je vais essayer de les représenter de manière graphique. Il y a peut-être des catégories, des sous-catégories, etc. Je vais peut-être faire un petit diagramme pour essayer d'améliorer ma compréhension et essayer de visualiser un petit peu ce qu'il y a dans ce texte-là. Et puis un truc qui est super efficace, c'est se questionner, se poser des questions vis-à-vis du texte, se challenger. Donc c'est se poser des questions à soi-même. Et ce qu'on faisait à l'école aussi, c'était souvent, on créait un court résumé du texte, donc c'était vraiment ce qui était attendu de nous, quand on pense à nos cours d'histoire géo principalement, je pense d'éco aussi quand on était au lycée. Créer un résumé de ce qu'on a pu comprendre, c'est de faire une synthèse de texte. En fait, cette stratégie de compréhension de texte, on peut clairement l'appliquer au code. Je vous ai mis un petit exemple et puis je peux vous donner un template si vous êtes intéressé. Ça va très vite à reproduire. Moi, j'ai utilisé Miro pour faire 2-3 démos à quel point ça peut être utile. En fait, si on y pense, l'activation, ça serait quoi dans le code? Moi, j'aime bien dire, c'est quelles sont les informations qui sont stockées dans la mémoire à long terme qui m'aident à comprendre le code que j'ai sous les yeux. Le monitoring, c'est me dire, je vais peut-être mettre un petit indicateur pour me dire quelles sont les lignes de code que je comprends pas. C'est où les zones où j'ai vraiment du mal, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça a été écrit comme ça, qu'est-ce qu'on veut faire derrière. L'importance, je vais essayer d'encadrer, stabiloter, peu importe comment on fait ça. J'essaie de mettre en avant, c'est quoi le code qui est réellement important là-dedans. Où est-ce qu'il y a la plus grosse prise de décision, par exemple. L'inférence, poser la question, quels sont les noms qui me semblent pas clairs, peu clairs. Se questionner, ça c'est super intéressant. On va se poser des questions en lisant le code pour nous aider à comprendre les objectifs, les fonctionnalités, où l'auteur voulait en venir. Et en fait, ça, je vous invite vous connaissez peut-être déjà, mais à utiliser un petit canard ou un petit totem. C'est le rubber duck debugging. C'est une technique de programmation qui est en fait prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Le fait de se questionner, de verbaliser nos propres questions, nos propres questionnements, ça nous permet d'avoir une vision complètement différente du problème ou de la complexité de ce qu'on a sous les yeux. Donc le rubber duck debugging, c'est une technique qui dit en gros, parle à ton canard, ça va te permettre d'avoir une autre vision de ce que tu veux débugger, du bug que tu veux trouver, et ça va t'aider à trouver des solutions. Et puis, faire un résumé, on peut faire des résumés textuels de code en fait. Mais ici, je vous ai mis un exemple, je vous enverrai les slides a posteriori pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire ça sur du code qui est complexe. Moi, je le mets dans Miro de temps en temps, quand j'ai du code qui est trop complexe, hop, je connais pas forcément la syntaxe, etc. Je me pose des questions et je le verbalise. Je verbalise ce que j'arrive à comprendre, ce que j'arrive moins à comprendre, les questions que je peux avoir. Là, vous voyez un post-it rose, etc., etc. Ce genre de code, comme on a avant, j'ai fait exprès de ne pas prendre un truc non plus monstrueux. Le but, c'est pas d'aller sur des exemples de prod avec 500 lignes de code, mais on peut avoir des choses au quotidien qui ressemblent fortement à ce que je vous ai montré avant, cette classe pipeline en Java. On a des choses avec de la complexité cognitive qui est assez importante. Donc en gros, la complexité qu'on appelle complexité cognitive, c'est fortement lié à ce qu'on appelle complexité cyclomatique. C'est une mesure de la complexité de notre code qui va en gros prendre en compte chaque prise de décision, en gros chaque instruction if, else, while, switch, etc. Et qui va faire un petit calcul sur le nombre de branches qu'on a dans notre code, les embranchements qu'on peut avoir. Donc sur base de ça, il va faire un calcul de complexité. Et pour être en capacité de processer du code de manière efficace, l'idéal, c'est d'avoir une complexité qui est très faible, proche de 0. Le moins on a d'instructions, le mieux notre cerveau se porte. Et donc, si on veut chunker, là je voulais le faire sur un exemple concret, notre classe pipeline, qu'on a vu avant, qui ressemble à ça, ce qu'on a à gauche, en fait, on a des moyens tout simples dans nos IDE qui nous permettent de faire du chunking de manière très efficace, de manière très rapide. La meilleure façon de le faire, extract method, un refactoring automatisé qui existe dans pratiquement tous les IDE. Je dis pratiquement parce qu'il y a toujours des subtilités. Ça va vous permettre de devenir le chunking master. D'une méthode run qui faisait, je ne sais pas combien de lignes, une quarantaine de lignes, j'arrive à avoir une méthode run qui me permet de manière très claire, sans imbrication, sans if, else imbriqué, à comprendre en un coup d'œil ce qui est fait. Si j'ai des tests qui échouent dans le projet, ça envoie un email, des tests ont échoué.
Si le déploiement a échoué, ça envoie un email pour dire que le déploiement a échoué. Et dans le meilleur des mondes, le déploiement a été complété de manière, avec succès. Ça, le chunking, ça peut se réaliser au quotidien, en fait, et on le fait à chaque fois qu'on fait de l'extraction de méthode. Ça va soulager réellement notre cerveau. Entre la version de gauche et la version de droite, en termes de mémoire à court terme et de mémoire de travail, on va soulager les deux. Et si vous voulez aller plus loin sur le chunking, ça c'est un peu du méta, mais on peut faire des pipelines fonctionnels sur la méthode pipeline, enfin sur la classe pipeline qui était à gauche. Et si on connaît les langages de programmation qu'on utilise et certaines librairies ou les paradigmes qu'on utilise, ça nous permet d'écrire des choses avec un seul niveau d'annotation qui respecte réellement les ressources cognitives à disposition. Le gros point, c'est il faut connaître, il faut avoir déjà des réflexes et donc de la mémoire implicite, de la mémoire à long terme qui a été créée sur la librairie qu'on va utiliser. Typiquement ici, c'est Vavre. Si vous ne connaissez pas Vavre, pour comprendre ce code-là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir se poser la question, c'est quoi le flat map, c'est quoi le unfailure, qu'est-ce que c'est que la méthode create project context, etc., etc. Mais une fois qu'on connaît ça, on peut le lire à la verticale de cette manière. Sur le projet, je lance et teste, je déploie, s'il y a une erreur, ça lance, ça log unexpected exception occurred, tout simplement. Voilà, c'était 4 techniques. Je voulais vous en présenter une dernière dans l'ère de ChatGPT et des assistants AI, on va dire de manière générale, des assistants conversationnels, des AI conversationnels. On peut demander réellement de l'aide quand on a des problèmes de compréhension à nos chats, à nos chats GPT ou autres, code GPT et compagnie. On peut leur demander, qu'est-ce que tu comprends de ce code-là? Et là, vous le voyez pour le petit morceau de code que j'avais avant, il est plutôt bon. Hein. This is a stream operation that calculates the total cost of the order. It assumes that lines is a collection of line order objects, each representing an item in the order, each maps, etc., etc. Ça permet de représenter de manière textuelle l'information et la compréhension qu'a ChatGPT, en l'occurrence. C'était pas ChatGPT, c'était Cursor. Cursor doit s'appuyer dessus aussi, tu me diras. Sur la compréhension de l'AI sur le code qu'on va lui donner. Alors, c'est un outil qui est réellement cool. Après, je mets juste un warning. Faites attention à l'effet Google. C'est un biais cognitif qui a été documenté scientifiquement, qu'on appelle aussi le biais d'amnésie digitale, qui dit qu'en gros, notre cerveau a une tendance à oublier ou à ne pas retenir l'information parce qu'il sait qu'on pourra y avoir accès plus tard. Et donc, dans un monde dans lequel on va être ultra concurrencé, où tous les emplois vont être ultra concurrencés par des assistants conversationnels ou autres, des AI en général, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout déléguer à la machine? Je vous invite à vous questionner là-dessus et quel est l'utilisation que vous voulez faire de ces assistants. Il n'y a pas de réponse, hein. C'est à chacun sa propre réponse. Mais en tout cas, c'est une option. Et puis, on a vu beaucoup, dans le bouquin de Felienne, elle s'axe beaucoup sur la lecture. C'est très important la lecture, que c'est 60% de notre temps. Mais pour être en capacité de lire, il faut être en capacité d'écrire du code de meilleure qualité, en tout cas du code de bonne qualité, du point de vue cognitif en tout cas. Et là, pas trop de surprise. Je vais vous parler de naming, le nommage. Il y a le bon et le mauvais nommage, comme on dit dans le bouchonnois. Alors du point de vue cognitif, le bon nommage, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'activer les bons éléments dans notre mémoire à long terme. Donc ça va permettre à notre mémoire à long terme de retrouver des informations qui sont pertinentes, des informations que ce soit sur la technique, mais aussi sur le domaine fonctionnel sur lequel on travaille. Un mauvais nommage, à contrario, ça peut faire quoi? Ça peut nous amener à faire des suppositions sur le code et ça peut nous amener à faire ça peut nous amener à faire de fausses hypothèses ou de mauvaises hypothèses sur le code qu'on est en train de traiter. Alors pourquoi c'est important de se focaliser sur ce nommage, sur le bon nommage? Parce qu'en fait, une grande partie de notre code, si ce n'est la majorité partie de notre code, en fait, c'est que des noms. Nom de fonction, nom de variable, nom de paramètres, les POJO qu'on est, les data structures qu'on expose au monde extérieur, que ce soit via du gRPC, des API REST ou autre, c'est que du nom. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi, encore une fois, beaucoup d'études. Si vous regardez les études de Alamanis, il y a une code review sur 4 dans lequel on parle de nommage. Donc, même sans le vouloir, on a 25% des code review dans le monde, en moyenne en tout cas, qui sont
qui contiennent à minima une remarque sur le nommage. C'est quand même un gros sujet dans les équipes de discussion. Et puis les noms, c'est la forme normalement à jour, la plus à jour de documentation. Alors, on reviendra sur le sujet du mauvais nommage dans le nom de la fonction, mais normalement, c'est ça qui est le plus à jour. Donc si c'est pas le plus à jour, là, on a un vrai problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux aspects sur le nommage. On a d'un côté la syntaxe, qu'est-ce qui fait un bon nom de manière syntaxique, et qu'est-ce qui fait un bon nom du point de vue métier potentiellement. Et du point de vue syntaxique, il y a des règles qui sont plutôt claires. Là, il y a des travaux universitaires. Je vous invite à regarder les travaux de Simon Butler, par exemple, qui lui a eu tendance à démontrer que des noms comme ceux-là, le fait d'avoir 2 underscores consécutifs dans un nom de variable ou dans un nom de fonction, peu importe, dans un nom de classe, bah ça nuit à la compréhension. Ça nuit au process de notre cerveau, au processus cognitif. Le fait d'avoir des anomalies dans la capitalisation, des fois on utilise une lettre capitale, des fois on n'utilise pas de lettre capitale, etc., etc. Ça va nuire aussi à la lecture. Donc de manière syntaxique, il y a des règles qui sont assez claires. Et là, je pense que tous les langages ont leur propre convention de nommage. Microsoft a une doc pour les conventions de nommage. En Java, on a une doc sur les conventions de nommage. Il y en a vraiment beaucoup. Là-dessus, on a des linters aussi qui nous aident. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ça fait pas mal consensus. Après, ce qu'il faut voir, c'est plutôt du point de vue, cognitif. Il y a un truc qui détruit réellement notre capacité à comprendre et à écrire du bon code. C'est tous les codes smell. Et des fois, on utilise des codes smell sans le savoir. Donc, les codes smell, c'est quoi? En gros, c'est des choses qui ont été définies. Donc, c'est des patterns qui émergent du code, on va dire, qui ont été définis par des gens. Mince, pas Michael Fever, je voulais dire. Bon, bref, ça ne me reviendra pas son nom. Le papa de Thoughtworks, mais bref, Martin Fowler, pardon. Donc, Martin Fowler, ouais, il a fait une liste. Il a fait une liste d'anti-patterns, ce qu'on a appelé les codes smell maintenant, enfin, depuis pas mal d'années maintenant. Et parmi ces codes smell, on va retrouver quoi? Des méthodes qui sont longues. Donc des méthodes qui sont longues, en fait, quand je vais arriver à la ligne 30 de la lecture de mon code là, j'aurais déjà peut-être oublié les 26 lignes du dessus. Une liste de paramètres qui est trop longue, le fait d'avoir des switches partout, le fait d'avoir, je sais pas moi, des fields temporaires partout, etc., etc. Ça, c'est réellement des smells qui vont nous surcharger notre cerveau et donc qui vont nous causer des surcharges cognitives. Si on regarde ce petit code-là, en fait, qu'est-ce qui va provoquer la surcharge cognitive? En fait, ici, on a utilisation de type primitif à outrance, qui fait qu'on a une liste de paramètres qui est longue comme le bras. Je pense qu'il y en a 7 ou 8 ici. On a en plus des tableaux à l'intérieur, donc on a des embranchements, je crois, liés au tableau. On a ce petit indicateur ici qui indique qu'on a une complexité cyclomatique qui a l'air d'être assez élevée. On a des try-catch, des if-else imbriqués, etc., etc. Donc tout ça, c'est sûr à 100%, ça va surcharger notre mémoire de travail. On a des commentaires qui sont aussi utiles que ceux qu'on a vus tout à l'heure, avec des fautes d'orthographe en plus, tout s'est bien passé. Le commentaire qui ne sert à rien. Retourne-moi quand ça crache. Retourne comme quoi ça crache. Enfin, vraiment super utile. Donc, quand on a dit ça, on n'a rien dit. On a de nombreux codes smell qui ont été identifiés il y a très longtemps. Dans son bouquin Refactoring, Martin Fowler l'identifiait bien, c'était aussi une vingtaine d'années. Il y a des travaux qui sont plus récents sur ces codes smell. Il y a une personne qui s'appelle Venera Arnaudova qui travaille sur ce qu'elle a appelé les antipatterns linguistiques. Elle en a identifié pas mal, et justement, ça fait écho à la question que j'ai vue tout à l'heure, avec des méthodes. Ces antipatterns linguistiques, elle les a référencés de cette manière-là. Elle a dit à minima, il y a ceux-là, et puis derrière, elle les a découlés sous d'autres formes. Il y a une liste qui est disponible ici, mais par exemple, des méthodes qui en font plus que ce qu'elles disent. Ici, j'ai une méthode prendre l'apéro, en fait, elle me dit que ça retourne un driver de error partie de chasse. En réalité, ça émet aussi un événement. Est-ce que c'est normal? Peut-être pas. Des méthodes qui en disent plus que ce qu'elles n'en font. Ici, si vous avez demandé, je ne vais pas le faire parce que je vois que je suis en train de courir après le temps, mais si je vous avais demandé c'était quoi le retour de Retrieve Elements, il y a de fortes chances que vous m'auriez dit c'est un tableau ou une collection. En réalité, il y a un petit malin, en fait, il retourne qu'un produit. Il retourne que le dernier élément. Donc des méthodes qui en disent plus que ce qu'elles font. On a l'impression que ça va faire quelque chose, mais en fait, ça fait quelque chose d'autre en tout cas. Des méthodes qui font l'opposé de ce qu'elles disent. Une méthode existe, voilà, ça dit est-ce que ce chasseur-là existe?
Alors, en fait, ça va retourner l'inverse. Ça va retourner false quand le chasseur existe et true quand il n'existe pas. C'est peut-être une erreur, mais c'est pas normal. Des identifiants dont le nom indique le contraire de ce que l'entité contient. Euh, Pareil, si je vous avais posé la question sur isValid, je vous aurais demandé de quel type était cette variable, vous m'auriez certainement répondu booléen. Et en réalité, ici, c'est 42. C'est un integer. Tous ces trucs, tous ces éléments, les anti-patterns linguistiques, ça crée du code en fait qui est totalement impossible à chunker. En tout cas, impossible à chunker correctement. On va faire plein d'hypothèses qui sont juste fausses en fait. Ce qui est intéressant dans les travaux ici aussi, c'est qu'elle a étudié la présence de ces anti-patterns linguistiques dans pas mal de projets open source, des trucs chez Atlassian par exemple. Ce qu'elle a pu remarquer, c'est que 11% des setters, par exemple, renvoient également une valeur. Alors moi, je le fais aussi souvent, donc ça dépend de sur quoi on travaille avec des setters, mais si on veut faire des API, des Fluent API, etc., bon, voilà, il faut voir dans quel contexte elle a identifié ça. 2,5% des méthodes qu'elle a pu identifier, donc là, elle a dû se les palucher en lecture et essayer de comprendre ce qui se passait, donc bravo à elle. Les noms et les commentaires associés donnent des descriptions qui sont opposées au fonctionnement, qui est quand même un sacré chiffre. 2,5, c'est pas rien. 64% des identifiants commençant par is sont pas des booléens. Et là, ça pique quand même. Le is valide égale 42, en fait, c'est présent dans 64% des codebases. Ce sera peut-être pas la valeur 42, mais ça va retourner quelque chose qui n'est pas un booléen en tout cas. C'est assez dingue en fait. C'est assez dingue. Donc comment on peut se prémunir de tout ça en fait? Une fois qu'on sait, ok, tout ce qu'il ne faut pas faire, les code smells, les anti-patterns linguistiques, il faut les éviter. On sait que pour écrire du code qui soit chunkable, il faut écrire des choses qui soient assez succinctes. Il faut idéalement avoir un seul niveau d'annotation, peut-être utiliser des object calisthenics pour se poser des questions vis-à-vis de son code, etc. Et comment on peut aller plus loin? Là, en fait, je vous invite à y réfléchir, parce que je n'ai pas la réponse. Hein. J'ai des pistes de réflexion, mais je vous invite à y réfléchir individuellement. Déjà, ce qui est important pour moi, c'est d'y être sensible, donc c'est de l'identifier. Identifier c'est quoi des code smells, c'est quoi des anti-patterns linguistiques, où est-ce qu'on en a dans notre code, qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc c'est peut-être se créer des checklists pour être sûr d'avoir ça en tête. Du genre, là, avoir un seul niveau d'annotation, ça nous permet de faire des extract méthodes, ça nous permet d'avoir du code qui est plus lisible, comme on l'a vu tout à l'heure avec le pipeline. Et puis surtout, il y a un élément moi, que je pousse beaucoup, et je sais qu'il y en a plusieurs ici qui poussent beaucoup pour ça. Il faut passer du temps en collectif, apprendre ensemble, faire des codes kata, avoir potentiellement des gens qui viennent de l'extérieur pour challenger un petit peu ce qu'on fait, du coaching craft, ou avoir des outils, des plateformes comme Promai qui permettent aussi de cataloguer c'est quoi des bonnes pratiques, c'est quoi des mauvaises pratiques, histoire de pouvoir peut-être les identifier dans des code reviews, dans des sessions de mob programming, dans des sessions collectives. Et puis il y a aussi des outils qui nous permettent de nous en prémunir au quotidien. Alors une fois qu'on sait ça, on peut introduire des anti-patterns en fait sans le vouloir. Donc on a certains outils qui nous permettent d'en détecter. Je pense à tout ce qui va être analyse statique de code ou analyse comportementale, des plateformes comme CodeSyn ou SonarCube ou ce genre de choses, Codana et compagnie. Après, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Il y a des outils comme ArcUnit. ArcUnit, c'est une petite librairie très facilement que vous pouvez mettre en place juste après cette session-là qui va vous prendre 5 minutes pour écrire un premier test. ArcUnit, sa promesse, c'est quoi? C'est d'écrire des tests automatisés sur votre architecture. En fait, ça permet de faire bien plus que ça. Ça permet de faire des tests automatisés sur votre code de production. Et donc, ça va vous permettre de matérialiser peut-être des anti-patterns que vous ne voulez pas voir dans votre code. Et typiquement, pour l'exemple des easers, des méthodes qui commandent par is et qui retournent autre chose que des booléens, en fait, ça, on sait automatiser la détection de ce genre de pattern via une librairie comme ArcUnit. Et ArcUnit, vu que c'est une librairie qui s'intègre dans nos tests unitaires, en fait, c'est super simple à intégrer. Ça veut dire que ça va être intégré à notre build de la même manière que nos tests unitaires, nos tests automatisés. Et ici, en quelques secondes, en fait, on arrive à se mettre quelques règles d'équipe qui disent les anti-patterns linguistiques qu'on veut identifier majoritairement, c'est de dire un getter qui retourne void, ça on veut pas ça dans notre code. Une méthode isOas qui commence par isOas qui retourne autre chose qu'un booléen, on veut pas ça dans notre code, etc., etc. Donc ça va permettre de matérialiser vos guidelines d'équipe. Tout va pas être automatisable, mais il y a un DSL, donc un petit langage qui vous permet de dire, moi je vais récupérer toutes les méthodes qui se trouvent dans mon code de prod, celles qui ont un nom qui matche ça, je fais ça, et celles qui ont un nom qui matche ça, je fais ça, etc., etc. On peut aller sur les classes, les champs,
spécifier les private methods, etc., etc. Ça vous permet de faire plein de choses intéressantes. Donc, je résume, juste pour conclure, je résume ce qu'on a vu aujourd'hui. La pilule rouge, c'est réellement tout ce qui nuit à la lecture de code. Et c'est ce qu'il faut éviter de faire quand on va écrire du code. Donc, pour réellement éviter les anti-patterns linguistiques et les code smells, on peut mettre en place des stratégies, des checklists pour essayer de s'en prémunir. Mais ça va réellement dépendre des équipes, de votre niveau de connaissance, de ce qui est stocké dans la mémoire à long terme de l'ensemble de l'équipe. Donc, ça, c'est un premier point. Faut essayer pour contrer ça, il faut essayer réellement de réussir au quotidien à écrire du code qui soit chunkable. Donc, utiliser des patterns, se poser des questions sur le nommage, mettre des commentaires de haut niveau, éviter les commentaires de bas niveau. Travailler, si vous avez du code complexe, je vous invite réellement à vous poser la question, les petites pratiques que je vous ai montrées, les petites techniques aujourd'hui, essayez de les expérimenter, à voir si ça fait du sens. Ça peut réellement vous aider. Je pense notamment à la stratégie de compréhension de texte appliquée au code. Ça peut être réellement aidant de se prendre du recul et de se poser sur un gros morceau de code qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je le fais de temps en temps et c'est réellement aidant. Automatiser la détection de certains anti-patterns, c'est réellement aussi quelque chose qui peut se faire à minima en très peu de temps et qui peut amener une grosse plus-value. Je travaillais dans un monde bancaire il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait une grosse migration vers un outil qui s'appelle T24. J'ai ouvert la Javadoc de T24 parce qu'ils sont en train de migrer le core banking en Java. Chaque classe fait des milliers de lignes de code. Bon, ça, à la limite, bon, voilà, c'est de la merde, mais ça peut passer. Mais tous ces anti-patterns qu'on a vus avant, ils étaient tous là. Les either, les is, as et les get qui retournent void, ça, il y en avait partout. Des setters qui retournent quelque chose, il y en avait partout. Bah, c'était assez catastrophique. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, il n'y a pas forcément énormément d'éléments nouveaux par rapport à Clean Code. Je trouve que le bouquin de Feli Nermans, et moi, ce que j'ai pu apprendre sur le fonctionnement de notre cerveau et les processus cognitifs, c'est vraiment une énorme caution scientifique au travail qui avait été fait par le passé par Uncle Bob et par toutes les personnes qui essaient de promouvoir, comme moi et comme d'autres personnes ici, le clean code en entreprise. C'est prouvé de manière scientifique que du code contient des anti-patterns linguistiques, des méthodes qui font 500 lignes de code, elles sont juste impossibles à processer pour le cerveau de n'importe qui, en fait, n'importe quel humain. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire le bouquin de Feli Nermans. Vous pouvez aussi télécharger mon infographie du livre. Il y a plus d'éléments dedans. Dans l'infographie elle-même, il y a des références, il y a des liens qui sont cliquables, notamment sur des outils qui permettent d'ancrer l'information dans la mémoire à long terme, des choses qui peuvent se faire de manière collective ou pas. Il y a des choses sur comment on gère les interruptions au travail, comment on fait un meilleur onboarding du point de vue cognitif, etc., etc. Alors, on va finir par les questions-réponses. Je fais juste un instant pub. Si vous voulez, si vous voulez voir d'autres confs sur ce genre de sujet, je serai à Agile Grenoble les 22-23 novembre. Je fais deux talks, dont celui-ci. Je serai à Agile Suisse pour parler d'un truc qui est vraiment cool, qui s'appelle. Enfin, je serai à Agile Tour Lausanne le 6 décembre en physique, donc en Suisse, pour parler d'un truc qui s'appelle Xampan, qui est une méthode agile centrée sur l'équipe, par les développeurs, pour les développeurs, ce qui change pas mal par rapport à d'autres choses. Je serai le 22 novembre aussi pour animer un kata qu'on a créé avec Guillaume qui s'appelle Extreme TDD. Et si vous aimez vraiment le craft, la semaine prochaine, le 2 novembre, je suis en ligne dans le Meetup Craft Luxembourg pour parler refactoring du bouchonnois. On parlera beaucoup de techniques de refacto et de pratiques craft, example mapping, approval testing, property based testing, domain driven design et plein de trucs comme ça. Merci à vous pour d'être resté jusqu'à présent. Puis n'hésitez pas à bombarder vos questions. Ouais. Ouais.
Ouais, alors je le fais. Ouais, je peux commencer à répondre, oui, et la personne est peut-être sur Twitch. Ouais. Euh, ouais, ma réponse à ça, du coup, il y a vraiment pas de baguette magique pour le coup. Euh, je vous invite à réfléchir à comment, à un moment donné, une fonction peut ne pas avoir un bon nommage et qu'est-ce qui pourrait être mis en place, enfin, qu'est-ce qui aurait pu permettre d'éviter que la situation arrive. Je pense à ça parce que si vous utilisez une pratique comme test-driven development, bah, même quand vous allez vouloir faire, enfin, quand vous allez vouloir faire la moindre modification sur votre code base, vous allez commencer par votre test. Donc vous allez fortement vous intéresser au moment du refacto à quel est le bon nom que je veux pour cette méthode. Donc ce qui peut amener des méthodes à avoir un nom qui n'est pas porteur de sens, c'est peut-être juste que en fait les pratiques de dev au sein de l'équipe, peut-être les revoir pour essayer de voir comment on peut éviter ça dans le futur. Et une pratique qui marche réellement bien pour éviter ce genre de situation, c'est TDD. Après, c'est aussi faire du mob programming, donc se challenger mutuellement sur le nommage. Ça peut être via les code reviews, même si les code reviews, je suis moins fan parce que c'est asynchrone, mais lors des code reviews, pas hésiter à challenger les noms, etc., etc. Mais ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué d'assurer à 100% la qualité de tout ce qui est de tout le nommage qui est dans une code base, ça c'est clair. En tout cas, TDD, mob programming, code review, ça peut vraiment permettre d'éviter cette situation-là. Ok. On a une autre question. C'est est-ce que tu utilises ces techniques pour repenser le recrutement? Et en complément, est-ce que ça te sert pour créer ou choisir des tests techniques? Là, on est plutôt sur le recrutement. Sur le recrutement, alors moi ça fait déjà un petit moment que je fais plus de recrutement. J'en faisais encore, enfin un petit moment, ça fait 2 ans. Euh, J'ai pas forcément utilisé ces techniques-là pour faire du recrutement. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, je vous donne ma façon de faire les entretiens. Je code avec la personne en fait. Ça me paraît important. Mettre à l'aise la personne sur humainement. Donc déjà commencer par une discussion et puis ensuite on va se lancer dans coder ensemble et puis on va se challenger. Ce que je fais, c'est que des fois je prends le clavier je prends le clavier même depuis le début en fait pour dire à la personne vas-y qu'est-ce que tu ferais et on essaie d'itérer comme ça ensemble sur le code et puis ce que j'espère en tout cas c'est que la personne me challenge justement sur peut-être les noms que moi j'aurais pu choisir et je le challenge sur les noms que lui pourrait choisir. Donc moi quand je suis driver, il va me donner des noms et puis là je vais le challenger et puis on va faire du ping-pong comme ça et j'attends. Moi dans les entretiens c'est comme ça que je fonctionnais on va dire. Et j'insiste réellement sur le nommage et puis j'insiste sur la complexité. Souvent je fais des exercices de refacto et je vous invite je sais pas si vous l'avez déjà fait mais faites en sorte d'avoir du code qui est vraiment sale pour un exercice de refacto et juste vous demandez à la personne, vous le laissez tranquille pendant 5-10 minutes et vous lui demandez d'identifier réellement tout ce qui lui pique aux yeux. Moi, c'est une pratique que j'aime bien faire. Qu'est-ce qui t'a choqué dans tout ce morceau de code-là? Qu'est-ce que tu ferais différemment? On a des réponses qui sont assez hétéroclites en fait. Il faut l'avoir fait, je sais pas, une cinquantaine de fois. On a des gens qui vont te dire, waouh, c'est horrible, je peux pas vivre avec ce truc-là. Voilà tout ce que je ferais. Et il arrive avec une liste de 50 trucs qu'il voudrait changer. Et puis il y en a d'autres, bah ouais, je sais pas, moi ça me va. Je changerais peut-être le nom ici X, je l'appelle le I ici, je l'appellerai index. Ouais, ok. Donc ouais, c'est un peu difficile sur les entretiens. Après, moi, j'ai d'autres types d'entretiens. Je peux vous envoyer un lien aussi. Je faisais beaucoup sous forme d'escape game. J'ai un petit escape game à base de cartes que j'avais appelé Craft Simulator. J'utilisais pas mal en entretien d'embauche, qui permettait de faire justement d'amener le candidat à se détendre, à changer la vision de l'intervieweur, donc moi en l'occurrence, à changer sa vision de moi, qui me voit pas en tant qu'intervieweur, mais qui me voit en tant que maître du jeu en réalité. Et quand il te voit en tant que maître du jeu, bah, la personne, elle se libère. Et en fait, on va jouer avec les cartes dans l'escape game. Il y a des questions qui sont relatives en fait, qui font écho. C'est une mise en situation via des cartes, via un escape game, mais c'est des mises en situation sur lesquelles on peut rebondir, sur lesquelles on peut poser des questions techniques, sur lesquelles, en fait, on va avoir pas mal d'interactions. Et puis, à un moment donné, en fait, dans l'escape game, bah, il faut passer au code. Il faut passer au code pratique. Et là, j'ai une version d'un code Java, un code C#, un code TypeScript. Ça me permet de faire un deep dive sur du code. Et puis là, on va refactorer ensemble. Donc moi, c'est comme ça que je faisais mes entretiens et ça marche plutôt bien. Pareil, je vous enverrai le lien juste après. Ok. Je sais pas si ça répond à la question sur les entretiens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude de les faire et c'est comme ça que ça marche plutôt pas mal. Ah, merci d'envoyer les liens. Merci Cyril, j'adore ta citation de Victor Hugo.
mal nommer un objet, c'est ajouter un malheur, ajouter au malheur de ce monde. Je vais faire un screenshot, je pense, et je vais la rajouter quelque part, parce que j'aime beaucoup. Chouette. Alors, je vois qu'il y a des gens qui écrivent encore dans le chat Discord. On a peut-être des nouvelles questions. Puis vous pouvez aussi directement prendre la parole en vocal, ceux qui sont dans le Discord également. Ouais. Alors je vois, il y a Jojo 241. Dans un cadre pro, on n'a pas forcément de temps. Que conseillerais-tu lorsqu'on top sur des codes pas forcément clean? Euh, Alors j'ai pas mal de trucs là-dessus. Il y a une phrase qui me vient en tête directement. Je la sors assez souvent maintenant. Est-ce que je vais réussir à la trouver rapidement? Ça c'est une autre histoire. Attends, je cherche à côté. Euh, Cette phrase elle est assez intéressante. Avec hop, est-ce que je vais la trouver? Ah, je la trouve pas. Il faudrait que je la retrouve. J'en verrai après, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, si t'as pas, enfin, dans un milieu professionnel, si t'as pas forcément de temps, mais il faut réussir à mettre en avant le fait que tu as besoin de prendre du temps pour faire, pour cleaner le code. Le problème dans le monde pro, c'est on va pas forcément te faire confiance, on va te dire, ouais, c'est pas la priorité maintenant. Donc il y a un truc, il y a un élément qui est important et qui vient du lean, par exemple, qui est de dire, sans métrique, c'est un peu hardcore, hein. Je te la fais brut de pomme. Pour ça, je préférais avoir la citation, c'était pas de moi. Mais c'est sans métrique, t'es qu'une autre personne avec une opinion. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réussir à matérialiser le fait qu'il y a des problèmes dans le code. Pour ça, on a des outils. On a des outils d'analyse statique de code, etc. Mais on a aussi potentiellement l'avis des autres devs. On a potentiellement d'autres métriques qu'on peut aller récolter. Et ce qui va être important, c'est d'essayer de factualiser ton ressenti sur un morceau de code pour faire passer le message. Bah, à un moment donné, en fait, notre deck technique, elle fait que de croître. Il faut qu'on prenne du temps pour la faire diminuer. Sinon, demain, on pourra plus livrer de features. Et nous, notre volonté, c'est de livrer des features. Toi, ta volonté, c'est de livrer des features. C'est d'être en capacité de s'adapter à notre métier et de s'adapter à nos utilisateurs, de pouvoir avoir une vélocité qui est importante. Bah, il faut mettre en place des actions de remédiation. Si on laisse traîner, ça va pas bien se passer. Donc pour ça, il y a pas mal d'outils. Je dis analyse statique de code. Ça peut être aussi un truc tout simple. Je vous encourage à le faire. Rendez visible le nombre de features que vous êtes en capacité de délivrer par itération, par mois, peu importe comment vous calculez les choses. Mais rendez visible le nombre de features, de user story, d'items, peu importe, versus le nombre de defects que vous avez en production. Et essayez de quantifier les deux stocks, de voir la variation de ces stocks dans le temps, histoire de pouvoir démontrer, bah ok, là il faut réellement, on a une augmentation du stock de defects. Il faut qu'on prenne du temps pour réduire réduire la dette technique. Après, ça va être aussi une hygiène au quotidien, hein. J'aime bien reprendre la phrase de Uncle Bob, de Clean Coder. C'est notre responsabilité en tant que développeur d'essayer d'améliorer le code en continu. Donc, on ne doit pas demander la permission non plus pour le faire. Après, c'est sûr, on va pas changer tout le système à chaque instant. Euh, alors, tu peux faire un package, Mathieu, pour ArcUnit. Je peux envoyer dans les trucs, je vais me les noter, mais je vous enverrai tous les liens, les petits trucs que j'ai dit. Je vais me noter image, ligne. Donc ouais, ça c'était la question. Si tu as plusieurs projets, tu es obligé de réécrire tes règles ArcUnit ou bien peux-tu faire un package libre, etc. Non, nous, on l'avait packagé chez un client. On s'était fait un package de règles ArcUnit Java et qui était disponible pour tout le monde en fait. On avait juste une classe de test, de test unitaire à hériter. Comme ça, tu héritais de tous les tests de base et puis tu pouvais itérer tu pouvais retirer celle que tu voulais pas ou quoi que ce soit, quoi. Donc on l'avait packagé en tout cas. Okay. On a la question de Léonard. Tu te permets des refactos de lecture, entre guillemets, sans test unitaire, juste renommage, extract méthode, var. Ouais, ça oui. Bah, c'est parce que je suis confiant vis-à-vis de mon outil et que je pense utiliser pas trop mal mon outil. Si à un moment donné je ne me sentais pas en confiance, d'abord je couvrirais avec des TU. Et quand on est sur du code legacy, il y a des techniques enfin du code qui est pas couvert par des tests, on va dire. Il y a des techniques qui permettent de mettre sous test assez rapidement un code sans trop d'efforts. Je pense notamment à l'approval testing, même si c'est pas le sujet du jour. Ça permet de le faire assez rapidement sans trop d'efforts. Donc pour tout ce qui reste renommage, extract méthode, etc., je fais confiance à mon IDE et j'espère qu'il se plante pas. IntelliJ ou Rider, c'est quand même pas mal du tout. Euh, Après, sur le reste, ouais, je me lancerai pas dans d'autres types de refacto sans TU, ouais, effectivement. Ok.
Alors, on a Vladislav. Je crois qu'Uncle Bob, dans l'un de ses livres, commence par cette idée que le coût du dev augmente car la dette technique est haute. Je crois que c'est juste une information. Je sais pas s'il y a une Ouais, question c'est juste une derrière. info, ouais. Voilà, et Cyril, je recommande tant que ça ne vampirise pas l'intention du commit. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça répond. Je pense que ça répond à Léonard. Tu te permets des refactos de lecture. Ouais, Ah oui, effectivement. Après, de lisibilité, c'est ça que tu entendais par lecture. ouais, ouais, c'est ça. Mais sur la technique de refactoring pour améliorer la lecture, Mm. c'est à vous de voir. Ça, c'est pareil. Ça peut être une convention d'équipe, mais le refactoring pour améliorer la compréhension du code, ça peut être soit vous le gardez, soit vous le mettez enfin, ce refactoring-là, ça dépend réellement de comment vous voulez concevoir votre code. Et ça va être discuté en équipe, je pense. Oups. C'est-à-dire que là, moi, je refactor. Par exemple, je me suis mis dans la posture de quelqu'un qui connaît pas du tout Vaver, qui connaît pas du tout les paradigmes qui se cachent derrière. Euh, bah, si je fais ce refactoring là pour moi et que je le pousse pour tout le monde, que je commit pour tout le monde, alors que tout le monde dans l'équipe est à l'aise avec ça, c'est plus à moi de me dire comment je fais pour progresser sur ma compréhension de ce genre de code plutôt que de venir committer ce genre de code. Donc là, je l'ai ce morceau de code là refactoré pour ma compréhension. Je ferai sûrement un revert et puis je vais me mettre à potasser. C'est quoi Vaver? Comment je fais pour appréhender le paradigme que tout le monde maîtrise au sein de l'équipe? Et là, je vais me poser des questions sur comment je peux apprendre ça de manière assez rapide et efficace. Et c'est là où j'ai pas pu parler de techniques d'automatisation de skills qui sont dans le reste du bouquin avec des outils comme les flashcards, par exemple, qui permettent d'apprendre un langage de programmation de manière assez rapide et efficace surtout. Ah, c'est Camus. Ok. On a des littéraires dans la salle. Ok. Ok, nickel. Hop. Alors, je remets un peu la com. Voilà. Allez, vas-y, Je oui. vous ai remis un QR code et le lien vers notre meetup. Donc, on est le meetup Software Craft à Strasbourg. On essaie de faire la promotion de pratiques techniques, mais aussi humaines, autour du développement logiciel notamment. On essaie d'être au maximum inclusif, c'est pour ça qu'on diversifie les supports et les horaires des présentations. Pour ceux que ça intéresse, on organise le 4 novembre, c'est un samedi. Alors ça se passe sur Strasbourg en physique et vous retrouverez le lien sur le meetup. On organise le Global Dev Code Retreat. C'est une journée où on va prendre le temps de faire le kata du jeu de la vie de Conway. Et hop. Et donc voilà, je partage directement sur mon écran. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus. On a besoin de connaître les inscriptions à l'avance pour prévoir le repas. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé ou voilà, vous êtes les bienvenus. Vous trouvez l'événement sur le meetup qu'on a en lien. Par contre, forcément, j'ai mis l'overlay par-dessus. Voilà. Ouais, alors vous voyez, c'est un peu fait de briques et de broc ce live, mais on arrive à s'en sortir. Voilà. Très bien. Et je vous remercie beaucoup. Et puis n'hésitez pas à continuer les conversations si vous êtes intéressé. On a un espace Discord où on fait pas seulement des événements, mais aussi on peut discuter, on peut se partager des techniques, des retours d'expérience. Nous, on est assez friands de ça. Voilà, donc merci beaucoup à tous, à toutes. Désolé, on a dépassé la capacité de la salle Discord, on a dû rajouter Twitch. J'espère que ça n'a pas été trop problématique pour vous. Ça nous a permis aussi d'apprendre. Et puis voilà, merci beaucoup. Attends, il y a juste Mathieu dans le chat qui dit qu'il n'arrive pas à voir ton écran. Moi, je dois avouer aussi que c'était.